Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, votre émission quotidienne chaque jour à 17h pour rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi et en supplément le lundi à 13h30 en direct si vous nous suivez via vos box sur Bismart TV ou en replay bien sûr sur bismart.fr à 13h30 le supplément du lundi avec le plan de trading et les équipes d'IG qui nous accompagnent pour ce rendez-vous hebdomadaire après une semaine qui aura été un peu compliquée pour les actifs risqués, les indices actions en Europe. On voit bien qu'on est en train de tester des zones techniques importantes. Nous évoquerons la situation de ces marchés sur le plan technique avec Alexandre Baradez dans un instant. Et puis ce sera l'occasion également de regarder les marchés globaux dans leur entièreté avec la question de l'allocation d'actifs pour la fin d'année, pour le 4e trimestre qui arrive devant nous. Et ce sont les équipes de Carmignac qui nous accompagneront à ce sujet. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Au démarrage d'une semaine qui sera marquée par quelques statistiques attendues autour de l'inflation. Et oui, on sort à peine de la séquence banque centrale de rentrée du mois de septembre que nous aurons déjà les premières estimations d'inflation pour le mois de septembre en zone euro cette semaine, publication par pays. Et puis l'ensemble pour la zone euro qui sera publié également ce jeudi ou vendredi, effectivement pour l'ensemble des chiffres européens. Et nous aurons également côté américain un des indices d'inflation regardé de très près par la Réserve fédérale américaine, à savoir le corps PCE du mois d'août, ainsi que les dépenses et revenus des ménages pour le même mois d'août aux États-Unis. Tous ces indicateurs seront publiés en fin de semaine aux États-Unis. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché, chaque début de semaine, c'est le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui nous accompagne en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver après une séquence banque centrale qui aura marqué quand même ces 10 derniers jours sur les marchés, avec un retour de volatilité qu'on a pu observer sur différentes classes d'actifs. Il y a peut-être un lien d'ailleurs entre le déluge de communication banque centrale et ce retour de volatilité qu'on a pu observer jusqu'à ce début de semaine en l'occurrence, Alexandre. Il y a un lien, mais qui est quand même plus attribuable à la Fed finalement, qui a eu ce message pause sur les taux, mais un message quand même très faucon, accompagnant et sans surprise, parce qu'on ne fait pas une pause et on n'accompagne pas ça d'un message accommodant si on veut que les conditions financières restent là où elles sont. Donc c'est assez prévisible, mais en revanche, c'est quand même une mouture de banque centrale qui est quand même assez disparate, avec les pauses Banque d'Angleterre et Banque centrale suisse, alors qu'on attendait une hausse de taux. Ça, c'est quand même des signaux assez forts, semble-t-il, pour deux raisons probablement différentes, devise d'un côté, économie de l'autre, on va en reparler après. La BCE qui, elle, fait sa pause, donc qui augmente les taux, mais un peu dovish. Ouais. On sent quand même que la question du plafond sur les taux est pleinement d'actualité. Et c'est vrai que la volatilité est quand même revenue plutôt via la Fed, avec donc, ce message toujours assez faucon, ces anticipations de baisse de taux pour l'année prochaine qui ont été dégradées, même si probablement qu'elles seront révisées au mois de décembre, ce qui est un peu la logique. Mais pour autant, je pense quand même qu'on est dans une séquence où je ne pense pas que la volatilité reparte, par exemple, sur le sommet de l'année dernière. On était remonté il y avait l'épicentre, le Covid, c'était à 82 vols. L'année dernière, c'est toute la phase qui a commencé assez brutalement de normalisation monétaire post-Covid, plus guerre en Ukraine, plus confinement en Chine, on monte à 40 de volatilité à peu près. Là, on a 18. Et je pense que dans le séquençage de ces vagues de volatilité, on devrait être dans la dernière vague, comme de l'écume, en fait, qui reste dans une phase de normalisation. Moi, je pense que les banquiers centraux, justement, sont en train d'arriver dans la phase où, désormais, l'équilibre va être de plus en plus dur à trouver, ou en tout cas, va être de plus en plus mis en avant entre le risque d'en faire trop par rapport au risque de ne pas en faire assez. Et ça, on voit que c'est beaucoup plus équilibré. Et désormais, notamment du côté de la Banque d'Angleterre, c'est le risque d'en faire trop qui est ressorti. Idem pour la Banque centrale suisse. Et peut-être un peu pour la Banque centrale européenne. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que oui, les stats macro sont pas bonnes, ou moyennes en tout cas, oui, les indicateurs avancés avec les PMI sont pas bons, et justement, on commence à avoir des comportements de banque centrale qui semblent s'adapter, ou en tout cas qui semblent remarquer, nous faire comprendre qu'elles notent que la composante macro est un peu plus faible. On verra si c'est la bonne stratégie. Enfin, il faut toujours attendre un peu avant de valider effectivement le succès ou l'échec d'une banque centrale. On se gardera de juger trop hâtivement ces décisions. Néanmoins, intéressant effectivement le cas de la Banque d'Angleterre, Alexandre. Comment est-ce que le marché, comment est-ce que les indices et les actions, les actifs britanniques, comment est-ce qu'ils ont réagi à l'idée que la Banque d'Angleterre arrivait, elle aussi, peut-être au pic de ses taux directeurs? Le mix est plutôt pas mal, parce que la livre
part toujours à la baisse. Ouais. Ça, c'est quand même plus attribuable selon moi au côté un peu rebond, suraccélération des taux US post-Fed. Donc c'est moins lié à une faiblesse intrinsèque de la livre. Où autant l'année dernière, là effectivement, ça a récapitulé avec le problème des fonds de pension ou autre. Là, c'est le dollar qui est fort, vous dites. Voilà, là, on le voit, c'est le dollar par rapport à l'euro, par rapport à la livre, par rapport au yen ou autre. Donc je trouve que pour le marché, c'était plutôt perçu comme neutre, légèrement positif. Un petit coup de pouce de la faiblesse de la livre qui fait que le FTSE qu'on a à l'écran se maintient pas trop mal. Mais au-delà de ça, on voit quand même la séquence technique sur le FTSE est vraiment intéressante. On s'appuie depuis plusieurs mois, depuis quasiment tous les creux depuis le début de l'année, s'appuie sur la même zone technique. C'est une ancienne oblique qui passe par de vieux sommets. Et ce qu'on a juste au-dessus, le trait rouge, c'est on a le record historique là en 2023, mais très très léger. Mais globalement, on voit que c'est bien aligné. Les sommets en gros de 2018 sont alignés avec ceux de 2023. Et on est dans cette zone technique dans laquelle on évolue. Et je pense qu'on a de bonnes chances d'y rester. C'est-à-dire que je pense que le FTSE, c'est peut-être un des premiers indices qui peut, de manière un peu surprenante, parce que l'inflation britannique est supérieure à ce qu'elle est en zone euro et largement plus qu'aux États-Unis. Elle est peut-être beaucoup plus ancrée dans le système aussi qu'ailleurs. Exactement. Et on voit quoi ? On voit qu'un indice comme le FTSE, alors qui est un indice mondial aussi, des boîtes exportatrices, etc. Mais la séquence technique montre de la vraie résilience. Et quand on regarde, vous voyez, l'épicentre, donc le Covid, on voit bien le trou. Regardez la séquence 2022. C'est beaucoup plus résilient que la séquence américaine ou européenne, par exemple. C'est dû en grande partie à la grosse faiblesse de la livre l'année dernière. Mais globalement, le séquençage donne des creux de plus en plus haut, en fait. Et on voit que dernièrement, toutes les problématiques d'inflation massive et plus récemment, cette contraction assez marquée de l'économie britannique, eh bien, ça continue de tenir bon. Et je ne vois pas, ou alors il faudrait vraiment des scénarios, un pétrole qui accélère à 120, 130, des choses comme ça qui heurtent plus fortement le marché, mais si on arrive à caler sous les $100 pour le baril, que l'inflation britannique continue, et une belle marge d'escalier qui a été franchie là, entre juillet et août, moi je vois plutôt l'hypothèse d'une phase consolidante qui se poursuivait dans la zone, et dès qu'on commence à taper un peu la zone rouge vers la résistance, surtout si ça arrive après, je sais pas, par un bon chiffre d'inflation, ou un speech hors réunion de politique monétaire dans Banque centrale, Banque d'Angleterre, qui nous donne un avis assez positif. Moi, je pense que c'est plutôt un indice à regarder en mode bullish, pas tout de suite, mais consolidation et bullish. Et tout ce qui serait incursion en dessous, c'est un peu comme pour le CAC ou le DAX, serait plutôt des hypothèses un peu pas de bear trap, mais on peut y aller, s'il y a une petite panique, mais je ne vois pas le mouvement se déclencher en étant en bear market qui démarre. Et plutôt une incursion temporaire et hop, on repart vite dans le range. Donc c'est plutôt une zone intéressante et un indice qui est bien résilient par rapport au reste. On n'est pas à l'abri d'un moment un peu d'émotion sur le marché, pour reprendre un peu de terminologie de finance comportementale, mais vous dites attention, parce que ça peut être aussi un faux signal, voire un point d'entrée pour beaucoup d'investisseurs. Oui, et on pourrait même avoir un combo, c'est-à-dire une livre qui reprendrait aussi sur des signaux un peu moins mauvais, et un indice. Et moi, j'attends un peu la même chose pour les indices européens, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'on aura une séquence où à un moment donné, les indices européens viendront taper le haut du range, pas tout de suite, le haut de la zone de consolidation, et ça se fera probablement avec un euro qui remontera, parce qu'on pourrait voir là, par exemple, une amélioration de la Chine, ou des indices d'activité qui s'améliorent en zone euro, en Allemagne notamment. Et je pense que le prochain mouvement de hausse de ces indices européens pourrait se faire probablement avec un rebond de la devise concernée également. Ce qui est intéressant, c'est que le FTSE est réputé comme étant très matière première, très banque. C'est un indice qui est quand même très pondéré avec ces secteurs d'e-value dans le monde des marchés actions. Alors l'autre actif que vous vouliez nous montrer, Alexandre, toujours en lien d'ailleurs avec les décisions de Banque centrale la semaine dernière, ça a été une des surprises, effectivement, de voir la Banque nationale suisse, dont on attendait qu'elle monte ses taux encore de 25 points de base, je crois, qui a décidé de ne rien faire sur ce meeting. Et sachant que ces taux étaient déjà pas très élevés, c'était 1,75, alors en ligne avec l'inflation aussi. Partait de moins 0,75. Voilà, ils étaient allés jusqu'à moins 0,75. Mais c'est vrai que ça a surpris parce que le consensus était vraiment à 0,25. Beaucoup pensaient que ça allait être fait. Ça n'a pas été le cas. Et au moment où ça a été décidé. Elle mime souvent la BCE quand même. Enfin voilà, on est des zones économiques quand même assez proches pour le coup. Oui. Très proches géographiquement. Et c'est vrai qu'il y a un mimétisme souvent de la BNS par rapport à la BCE. Ça, et puis avec une problématique de devise qui est quand même beaucoup plus ancrée par contre qu'au niveau européen. C'est vrai que l'économie suisse, dans ce qu'elle est, forte comme elle est, le problème de la devise forte pour les exportateurs, aussi bien de produits de luxe finalement, qui ont quand même ce pricing power, mais malgré tout, ces derniers temps, la dernière hausse du franc suisse a fait quand même un petit peu mal, surtout dans un contexte où le luxe a quand même ralenti aussi. Et donc voilà, on a senti un peu comme pour la Banque d'Angleterre, probablement volonté de marquer un peu le coup psychologiquement par rapport au marché d'échange. Ça évite, quand on fait ça évite d'avoir sortir l'arme de l'intervention sur le spot, donc c'est toujours mieux. Ouais. C'est un risque par rapport à l'inflation, on est tous d'accord que si c'est une pause qui n'est pas justifiée, il faudra relever le taux derrière, et ça pourrait déplaire au marché. Mais, comme vous dites, elle voit un petit peu le contexte aussi européen, elle voit les niveaux d'inflation au cœur qui s'améliorent quand même un peu partout. Donc, elle a senti que le moment était venu. Et je pense qu'il y a quand même un début de quelque chose parce que, déjà, techniquement, on voit, le marché d'échange reste toujours très technique quand même. Les algos sont très focalisés sur les moyennes de prix, les niveaux techniques ou autres. Donc là, il y a une belle oblique qu'on est en train de chatouiller au moment où on se parle.
je ne vois pas comment, à ce stade, le franc suisse pourra trouver des couleurs. Hormis de très mauvaises nouvelles sur l'Europe qui feraient plonger l'euro, à ce moment-là, ce serait plutôt une faiblesse de l'euro que du franc suisse. Mais après le message envoyé, maintenant, il y aura une séquence de patience en fait, jusqu'au prochain meeting. Et donc, ça, c'est un espace-temps qui peut être occupé par les marchés pour justement revenir plutôt vers la parité. Voilà, je ne vois pas une perte de vis s'affaisser, plutôt un retour plus ou moins rapide vers la parité, donc plutôt long euro-franc suisse dans les semaines et les mois qui viennent. Sur l'euro-dollar, au passage, alors, on défend une zone importante, là, autour de 1,0640, c'est ça, Alexandre, et ça fait plusieurs jours qu'on est sur cette zone. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse accélération baissière en dessous de ces niveaux, qui sont cassés, mais qui n'ont pas donné lieu à une accélération encore à la baisse de l'euro contre dollar. Oui, parce qu'on a quand même aussi une séquence qui arrive de 1,13. Donc c'est vrai qu'on a déjà perdu pas mal de terrain. Et toute la phase de redressement des taux américains, quand on est revenu au-delà des 5% pour les taux 2 ans par exemple, c'est là que le dollar a trouvé des couleurs. Maintenant, le message hawkish de la Fed est bien passé, ce qui maintient le dollar haut, mais on sent quand même que la moindre stat américaine, alors pas n'importe laquelle, mais un ISM service moins bon par exemple, des chiffres de l'emploi qui s'étendraient plus fortement, etc. On sent que les catalyseurs à la baisse du dollar vont arriver probablement par des stats américaines un peu moins bonnes. Les commandes de biens durables, peut-être là, c'est demain, je crois. Voilà, tout stat qui montre que la consommation est un poil moins forte, que l'emploi se détend un peu plus, et des chiffres d'inflation éventuellement, ou un pétrole qui retomberait de 5-6 $, vous auriez, je pense, un effet sur le... Donc moi, j'attends plutôt le moment où on cherchera le bon point d'entrée pour le rebond. 1,06, on ne sait jamais, ça peut capituler. Mais je ne crois pas trop, par contre, à un truc tendanciel long dollar, mais comme dans l'attente d'un signal technique pour repasser long euro-dollar. Et pour ça, il faut au moins du 1,08, 1,09 sur une stat, par exemple, un bon PMI chinois, un bon PMI européen. Pour repasser haussier. Se replacer haussier en jouant le range à nouveau 1,12, 1,06. Bon. Voilà, alors l'IFO allemand ce matin est pas si mauvais que ça. Il est un peu moins mauvais déjà que ce que montrent les PMU, les mêmes enquêtes réalisées par d'autres instituts. L'IFO étant réalisé par l'institut allemand IFO. Et comme la Chine aussi, on voit que les PMI manufacturiers en Chine sont toujours contractés, mais depuis 2 mois, ils se contractent un tout petit peu moins. Alors est-ce qu'on commence à trouver début d'un bottom? Voilà, début d'un bottom. Allemagne et Chine, ce serait pas mal de le faire en même temps. Bon, et puis vous vouliez finir avec Apple. Toujours intéressant évidemment de parler d'Apple et de regarder Apple. Qu'est-ce que ça nous dit de la santé du marché américain, puisque c'est quand même un poids lourd suffisamment important qui représente une partie en tout cas importante un peu à la séquence de la dynamique américaine. Ça ressemble à la séquence sur le luxe. On dirait du LVMH finalement, on dirait du Hermès. Alors un peu moins, Hermès c'est plus consolidant, mais dans le sens où le rebond de réouverture Chine a été massivement joué. Ensuite, on a aussi un peu occulté dans cette période-là, 2023, début 2023, de la partie taux élevé qui allait commencer à créer un peu ce sentiment qu'il y a d'alternatives. On commence à l'avoir un petit peu arrivé. On voit que le Nasdaq est un peu plus latéral depuis quelques temps. L'idée, c'est de dire que Apple, alors là, pour le coup, c'est moins précis que les 2 analyses précédentes. Si vous voulez, le risque, c'est qu'on se dise, Apple qui a déjà corrigé de ça, on est revenu sur les anciens sommets, donc on a ce qu'on appelle un pullback, c'est bon, c'est réalisé et on part. C'est quand ça paraît trop évident et trop propre, que c'est là que le marché peut aller chercher la petite louche en dessous, peut-être de 5-10%, ce qui ne ferait pas forcément revenir sur l'oblique en dessous. Mais disons que là, j'ai toujours je pense qu'il y a un petit risque, toujours d'aller chercher un tout petit peu plus bas, et le Nasdaq d'aller chercher un peu plus bas. Mais en revanche, je pense que on est dans la dernière dernière vague baissière plutôt. Le VIX, on en parlait qu'à 18, peut-être qu'on aura un petit spike au-delà de 20 dans les jours qui viennent, mais je pense à la dernière séquence peut-être un peu de capitulation, peut-être que le CAC, le DAX vont aller chercher un peu sur leur consolidation avant de la réintégrer. Donc voilà, pour moi, si on doit jouer baissier, c'est vraiment des stops très très serrés actuellement, mais plutôt à commencer à penser à une phase un peu plus consolidante désormais. Il y a une belle vague haussière qui a été pas mal corrigée. Si ça corrige un peu plus, pourquoi pas dans le contexte de taux élevés. Mais je pense par contre que l'oblique violette, si toutefois on revenait dessus, ce serait une super zone d'achat plutôt que l'inverse. Donc on peut s'ennuyer un peu entre la zone rouge et la zone violette pendant quelques temps, mais plutôt une zone de consolidation. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage technique hebdomadaire avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est avec nous pour ce plan de trading de début de semaine dans Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Poursuivons cette discussion de marché avec l'analyse globale macro que nous apportent les équipes de Carmignac. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, à nos côtés en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Oui, parlons de la macro et des marchés. J'aimerais bien un peu votre lecture de cette
dynamique ou de ce schéma de marché du mois de septembre, qui rappelle un petit peu ce qu'on a connu en 2022, dans une ampleur sans doute différente. Mais on voit à la fois une correction des marchés obligataires, des taux qui continuent de monter, des taux longs notamment, qui n'ont pas fini de s'apprécier sur la courbe américaine, sur la courbe européenne, et une baisse des obligations qui également est concomitante avec une baisse des actions. Les deux grands actifs clés baissent tout au long de ce mois de septembre de concert. Oui, je crois que la mauvaise nouvelle, en tout cas ce qui attire l'attention, c'est clairement les chiffres d'inflation toujours. C'est-à-dire que le risque, c'est l'inflation, c'est pas le ralentissement économique. Et pourquoi ça pèse sur un actif ou un portefeuille diversifié, c'est que quand on veut dérisquer un portefeuille diversifié, on a tendance à acheter plus d'obligations. Et c'est bien ça que on va dire, les opérateurs de marché, les investisseurs jouaient, c'est-à-dire ce ralentissement alors qui vient toujours pas ou qui vient toujours plus loin, mais en baissant la cyclicité de ce portefeuille, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente la sensibilité à l'inflation, parce qu'on a plus de taux dans ce portefeuille-là. Et c'est exactement ce qui se joue, ce qui s'est joué, ce qui a encore joué cet été, ce qui s'est joué en 2022 et ce qui s'est joué sur la semaine dernière. Donc là aussi, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans les indicateurs économiques, vous le mentionniez, on a quand même des PMI qui envoient un peu des messages un peu contrastés. C'est-à-dire que les PMI sont plutôt en baisse, par exemple aux États-Unis. Par contre, la composante emploi, elle est en hausse de 2 points. Et donc, ça pose des questions, parce que là aussi, la conjoncture économique, elle semble se ralentir, mais l'emploi, il reste au centre de l'attention. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis après, vous le soulignez, il y a ce qui se passe sur le front des taux d'intérêt, des politiques monétaires. Je crois que c'est assez intéressant de voir que, quelles qu'ont été les décisions monétaires la semaine dernière, c'était des taux d'intérêt plus élevés. C'est-à-dire que la Réserve fédérale, c'est sur un plateau pendant plus longtemps. Donc si j'utilise cette métaphore-là, c'est plus le plateau du Colorado que le pic de Wyoming ou le pic de Jackson Hole. Ça amène quoi ? Ça amène toute la courbe. Oui, parce que la notion de pic, il y a quand même l'idée que pour former un pic, ça redescend très vite de l'autre côté. Donc c'est peut-être pas la bonne image, effectivement. Un peu plus au sud sur la carte. La Banque d'Angleterre, elle passe son tour parce que l'inflation, elle est 1% plus bas que ce qu'elle n'était. Enfin bon, elle reste à 6%. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité. Donc ça fait... il n'a pas dit que c'était fini. Non, mais ça fait pontifier les courbes. Et puis après, il y a ce qui se passe plus au nord de l'Europe, où là, il y a une vraie problématique de devise. Et donc, ce chemin de la normalisation monétaire ou de ce chemin du resserrement monétaire, il est clairement pas au bout. Donc tout ça fait que cette corrélation 60-40, en tout cas ce portefeuille 60-40, il a un peu de mal. Est-ce qu'effectivement ça amène des réflexions un peu structurelles sur le rôle que des obligations souveraines américaines, notamment, peuvent jouer ? Alors, on a du rendement aujourd'hui sur de l'obligataire. Donc ça, c'est en termes d'investissement, loquer du rendement, comme on dit, c'est sans doute une bonne approche. Mais quand on cherche des actifs clés, refuges, pour se prémunir contre la volatilité des actifs risqués, est-ce qu'il y a une remise en cause un peu structurelle de ce que pouvaient apporter auparavant des treasuries dans un portefeuille en termes de protection ? Oui, alors je crois qu'il faut faire attention aux mots. C'est-à-dire que structurel, ça veut dire pour longtemps. Il faut regarder très loin. Mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à 3-6 mois, il y a quand même, on va dire, toutes ces questions politiques monétaires, elles ont notamment trait au fameux taux d'équilibre. Et ce taux d'équilibre, qui serait un taux auquel la politique monétaire n'est ni accommodante ni restrictive, est sans doute plus élevé que par le passé. Est-ce que ça, c'est structurel ? Je me garderais bien de faire des prédictions à ce niveau-là, mais en tout cas, conjoncturellement, oui, c'est le cas. Pourquoi c'est le cas ? Il y a eu des coussins post-Covid. Alors, on va laisser de côté l'épargne excédentaire des ménages, mais si on regarde, par exemple, les entreprises, elles ont beaucoup plus de cash au bilan. C'est 15% du PIB américain. Bon, ça donne quand même une forme de coussin. Il y en a un deuxième, c'est que ces entreprises, elles sont moins tributaires du système bancaire. C'est-à-dire que même en dépit du resserrement monétaire, de chocs sur des banques régionales américaines, on voit des marchés du crédit qui continuent à bien fonctionner. Et parce que les entreprises, elles font appel au marché. Et les courbes de taux, elles sont inversées, donc ça leur coûte moins cher. Et donc ça aussi, ça limite un peu cet impact-là. Pour autant, est-ce qu'il faut penser que c'est structurel ? J'en suis pas convaincu, mais ça veut dire que sur les mois qui viennent, il faut sans doute diversifier un petit peu la façon dont on construit, on va dire, des protections, dont on cherche à balancer les risques dans un portefeuille. Donc, à côté d'actions ou d'investissement crédit, qu'est-ce qu'on fait ? On a des taux, on va dire, on achète des obligations souveraines, tu as bien noté. On achète des obligations classiques, on achète des obligations indexées à l'inflation. Pourquoi ? Parce que les taux réels, ils sont très élevés. Là aussi, ce resserrement monétaire, d'une part, cette vague de désinflation de l'autre, ça veut dire qu'on a des taux réels
qui sont entre 2 et 3% aux ça. États-Unis, entre 0,5 et... Sur la partie un peu longue de la courbe, hein, c'est ça. Hein. Même courte. Même bien sûr. Même sur le cours. Et donc, là, on peut se dire, les taux réels, ils sont élevés, c'est des plus hauts de 15 ans, 16 ans même. La dernière fois qu'ils étaient là, c'était en 2007. Donc, je ne vais pas jouer les Cassandres, ils ne sont pas restés très longtemps à ces niveaux-là en 2007. Encore une fois, on n'a pas un scénario aussi négatif que 2007, mais ça donne quand même une indication sur la capacité de ces taux réels à rester là où ils sont. Et puis de l'autre côté, il y a quand même plein de raisons pour lesquelles l'inflation, la donne sur l'inflation, elle a un petit peu changé. Et donc, on pourrait avoir cette composante-là d'une obligation indexée à l'inflation qui pourrait aider aussi. Donc, rien que sur la patte taux, on essaye de diversifier. Ensuite, il y a d'autres actifs. On a parlé des marchés d'échange. Le dollar, c'en est un. Le yen, c'en est un autre. Dollar, il ne faut pas lâcher. Nous, on ne pense pas du tout qu'il non, mais parce que les grands discours sur la dédollarisation, le grand cycle baissier du dollar, etc. Enfin, non, mais c'est bien. Ça fait lire, ça fait écrire, ça fait réfléchir, et il y a matière à réfléchir. C'est ça. Mais à l'instant T, pour les mois qui viennent, ce serait une erreur pour vous de lâcher le dollar. Si je regarde le différentiel de taux de la Réserve fédérale, elle me dit plutôt un plateau. Et puis, si je regarde ses prédictions à la semaine dernière, le scénario qu'elle a en tête, il est quand même solide, plutôt solide. Donc ça, c'est un facteur. En zone euro, on peut. Est-ce qu'il y a un point bas sur le cycle manufacturier? Peut-être. Mais pour autant, on ne voit pas trop la zone euro sortir de cet environnement de stagflation, ou stagnation économique en tout cas. Le différentiel de taux, là aussi, la Réserve fédérale, elle peut quand même en faire beaucoup plus que la Banque centrale européenne. Je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque, mais le pire risque, même pour les faucons de la Banque centrale européenne, c'est d'en faire trop et de venir après à voler au secours des États les plus fragiles. Et puis, il faut redonner de la compétitivité à cette économie européenne. Là aussi, la hausse des matières premières, bien sûr, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la croissance américaine. Pour la croissance européenne, c'en est une. Donc, sans doute plus de baisse de taux en zone euro qu'aux États-Unis, si je regarde un petit peu devant. moins que le bien sûr. Exactement. Donc ça, c'en est un. Le différentiel de croissance aussi. Et puis, ça reste un actif refuge. C'est-à-dire que même si on peut parler de dédollarisation, on va dire les devises digitales des banques centrales de pays dits émergents, c'est pas ça qui va faire tanker le dollar. C'est pas la grande concurrence encore. Quoi. Vous l'avez dit d'un mot, mais la Fed a quand même considérablement révisé son chemin de croissance pour cette année et pour l'an prochain par rapport aux prévisions, alors qu'ils sont faites tous les 2 meetings, je crois. Donc les dernières prévisions dataient de juin. Il y avait celle de mars. Depuis mars, la Fed ne cesse de réviser et l'ajustement entre juin et septembre est même massif sur 2023, ce qui reste de 2023, et sur 2024. Non seulement la Fed a révisé à la hausse 2023, on aurait pu se dire elle va reporter le pessimisme de 2023 sur... Non. On révise également à la hausse 2024. On a une économie américaine, alors si j'en crois... Malgré des facteurs, vous le disiez, la question des excès d'épargne, tout le monde convient qu'à un moment ou un autre, ces excès ont disparu ou vont disparaître. Il y a quand même des moteurs qui seront plus là pour la croissance américaine. Pour autant, ça reste un chemin de croissance solide. Oui, parce qu'on en a listé quelques-uns, mais voilà, encore une fois... le cash des entreprises. Le cash des entreprises, il y a de la relance budgétaire qui est faite aux États-Unis. Le Inflation Reduction Act, ça vient aider la croissance américaine. Ce qui se passe sur le front du pétrole. Le pétrole, c'est quoi? C'est 10 millions d'emplois aux États-Unis, c'est 8% du PIB. Ça veut dire, ça aide le revenu et ça vient potentiellement aider la reprise des dépenses d'investissement aussi. Donc, ralentissement, ça ne veut pas dire une récession assez sévère aux États-Unis. Et donc, la Fed, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette année, la croissance américaine, elle sera au-dessus du potentiel. On est à 2%. et qu'ensuite de ça, on sera allé à 1,5%. 1,5%, c'est ça, l'an prochain. Dans le même temps, sur le chômage, là aussi, on a un chômage qui... Elle le voyait monter quasiment jusqu'à 5, 4, 8. Là, on est à 4. Là, c'est 4,1. À 2026. C'est ça. C'est ça. Résistance, quand même, du chômage. Et donc, c'est quand même un scénario économique qui est très bon. Donc là, il faut... la résilience de l'économie américaine, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Alors là aussi, on l'a dit, pour autant, combien de temps est-ce qu'elle va pouvoir tenir, cette économie américaine, avec des taux réels aussi élevés? À l'inverse, je reprenais les prévisions, les projections faites par le staff de la BCE pour le mois de septembre par rapport aux prévisions du mois de juin. Là où la Fed a révisé de quasiment 0,5 points sa croissance 2024, la BCE l'a abaissé de 0,5 points pour 2024. Donc là, il y a quand même une dynamique qu'on a décrite assez différente. Un mot de la Chine et des émergents, ou de la Chine puis du reste des émergents, Kevin. Est-ce que vous constatez ou confirmez même l'idée d'une stabilisation macro en Chine?
Chine et pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas par plus d'enthousiasme sur les actifs chinois? Je voyais que les sorties ont été massives au mois d'août, mais que le mois de septembre sera un nouveau mois de sorties importantes, notamment des actions chinoises pour les investisseurs globaux. Ouais, je trouve que quand on regarde des indicateurs comme par exemple le niveau d'exposition des fonds globaux au marché de l'action chinois, on est sur des plus bas de 5 ans, à 7% à peu près. Il y a 5 ans de ça, c'était le double. Donc voilà, ça c'est... Quand on est un gérant d'actifs, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir avoir le courage de ses opinions. C'est pas toujours évident, mais il me semble que c'est quelque chose qui est important. Les mesures en Chine, on en a toutes les semaines, des mesures de soutien. Donc on n'a pas le fameux bazooka. À chaque fois on nous dit c'est des mesurettes, mais mesurette plus mesurette plus mesurette, oui c'est ça. Et puis c'est à l'échelle de la Chine aussi. Donc, il y a un effet d'accumulation quand même des mesures de soutien. On avait des mesures incrémentales, on n'a pas encore ces mesures massives, ces relances beaucoup plus franches. Ces mesures incrémentales, elles commencent à être coordonnées. Et ça, historiquement, si je regarde sur d'autres crises, d'autres phases précédentes, notamment sur l'immobilier, ça a été le signe ça a été précurseur à, on va dire, un rebond de l'économie chinoise. Il y a aussi le délai, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur le temps que met le durcissement monétaire à se voir dans une économie, qu'elle soit européenne ou américaine. L'inverse est vrai aussi, je crois. C'est-à-dire que ça prend du temps. Est-ce que ces mesures, elles se voient dans l'économie réelle, et donc elles viennent sur les marchés. Donc ça, c'en est un. Il y a un deuxième facteur qui pourrait aider les marchés chinois, c'est cette reprise du cycle manufacturier. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de ce cycle de déstockage. Ça va sans doute aider l'économie chinoise aussi. Ça reste quand même... alors moins que par le passé, mais ça reste quand même une des grandes usines du monde. On n'est pas totalement déconnecté encore à ce stade. Le monde et l'économie chinoise ne sont pas totalement déconnectés à ce stade. Et donc, il y a conséquence de ce que vous disiez, il y a des niveaux de valorisation qui sont très bas. 9, 10 fois, si on regarde des ratios cours-bénéfices, c'est aller entre 10 et 15 points de pourcentage en dessous des moyennes historiques en Chine. Bon, c'est entre 30... Faut pas être short d'actions chinoises aujourd'hui. Et c'est entre 30 et 40% de décote par rapport à des... Donc ça, c'en est un. Et quand vous ajoutez à ça le positionnement, il se passe des mouvements comme ceux qu'on a vus la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est une semaine compliquée pour les marchés d'actions développés, pour les marchés de taux développés. Les obligations chinoises, elles tiennent plutôt pas mal. Et puis, les marchés d'actions chinois aussi. Sur une semaine comme la semaine dernière, ça fait même pas moins 0,8. On voit un peu de surperformance des actions émergentes et chinoises dans ce complexe. Et c'est sans doute cette séquence-là qui commence à se mettre en place. Donc, est-ce qu'on a envie de s'y exposer massivement aujourd'hui? Pas forcément. Il y a d'autres façons de le faire. On peut acheter des actions japonaises. C'est une façon de le faire de façon indirecte aussi, plus avec des vents arrière fondamentaux. Nous, on se tient prêt à se redéployer sur les marchés d'actions chinois. On attend qu'il y ait, on va dire, une évolution dans le narratif de marché, mais on n'est sans doute pas très loin de ce point-là. Et puis les marchés émergents, c'est pas que la Chine. Non. Alors, si on va chercher, on veut chercher de la croissance pour le coup structurelle de long terme, des économies comme celle de l'Inde, comme celle du Mexique. Il y a des choses qui s'y passent. C'est des économies qui sont croissantes. La tendance démographique, elle est plutôt en soutien je comprends. qu'en retrait. Donc ça, c'en est une. Il y a tout ce qui se passe sur le front des matières premières. Des économies en Amérique latine, elles peuvent en bénéficier aussi. D'autres thématiques comme l'évolution des chaînes d'approvisionnement, ça aussi, ça peut aider des économies comme le Mexique, comme la périphérie de la périphérie européenne également. Mexique, le premier partenaire commercial des États-Unis désormais devant la Chine. Il y a des choses qui se passent dans le monde global. Et avec des rendements obligataires qui sont au-delà de ceux du Brésil, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ce tour d'horizon des marchés globaux. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous, l'invité de ce supplément du lundi de Smart Bourse. Je vous rappelle, 13h30, 14h pour le plan de trading et les questions globales macro et d'allocation d'actifs. Et puis évidemment, Smart Bourse qui revient à 17h du lundi au vendredi pour vous permettre de rester à l'écoute des marchés sur Bismart.